La Seconde Guerre mondiale est l'un des sujets les plus étudiés dans l'histoire. De nombreux ouvrages, documentaires, films, expositions et même jeux vidéo ont été consacrés à ce sujet. Cette guerre particulièrement destructrice s'est soldée par des pertes humaines considérables. 60 millions de personnes y sont décédées. Fait historique marquant, dans ce conflit, les victimes civiles représentèrent jusqu'à 65% des disparus. Un taux jamais atteint auparavant. Mobilisés à l'arrière, essayant simplement de survivre, ils devinrent autant témoins qu'acteurs du conflit qu'ils subissaient sans relâche. Loin de nous focaliser uniquement sur les grandes batailles et les hommes providentiels, intéressons-nous plutôt à la manière dont certains de nos proches ont vécu quotidiennement ce conflit. Quel rôle y ont-ils joué? Quels souvenirs en gardent-ils? Qu'en est-il de ceux qui, loin du général de Gaulle, se retrouveront en France occupée? Ces soldats de 1939, comme ils sont en tout point semblables déjà par la forte démarche, la ferme résolution du visage à ceux de 1914-18, le poilu d'aujourd'hui est bien exactement le même que le poilu qui, il y a 20 ans, nous donna déjà la victoire. À partir de 1933, moi j'ai 5 ans, j'entends parler des Allemands, du retour incroyable des Allemands. On croyait qu'on les avait bouclés et puis qu'ils avaient casse-terre. Or, ils ont agi très vite. Et je ne vois pas comment, alors qu'on n'avait pas du tout la télévision, mais je ne vois pas un enfant de 7 ans qui n'aurait pas compris que c'était l'autre guerre qui recommençait avec les mêmes combattants, les Allemands. On disait beaucoup dans la famille qu'il allait y avoir la guerre, mais on n'était pas certain de ce qui allait se passer. On ne pouvait pas supposer que la guerre, ça serait ça. Alors le jour où la guerre était déclarée, tout le monde était triste. Bien que la propagande dise, ça va durer quelques semaines, ce n'est pas grave, nos soldats, nos paysans seront revenus pour faire les moissons. Mon père a été mobilisé, mais entre septembre 39 et mai 40, ça fait 7-8 mois où il ne s'est rien passé du tout. Il a eu 2 permissions. Et à ce moment-là, on se disait, mais 2 permissions, c'est chouette de le revoir 2 fois. Mais pourquoi il a eu 2 permissions? Parce qu'il ne se passait rien. L'inquiétude a commencé quand il y a eu l'invasion de la Belgique. Alors là, ça a été la croix et la bannière. Là, je pense que là, il y a eu une période entre le mai 40 et juin 40 où il y a eu l'armistice, c'est-à-dire environ 1 mois où ça a été la galère totale. Les Allemands, ils avaient une réputation qu'ils avaient fait des atrocités terribles en 1914, 14-18. Tout le monde avait peur d'eux. C'est pour ça qu'il y a eu l'exode. Beaucoup de gens, ils sont partis à l'exode soit vers Bordeaux, tout ça. Et ils seraient restés chez eux, ils ne seraient pas morts. Et ils partent sur les routes et le résultat, c'est qu'ils sont mitraillés. Ils sont mitraillés par des Allemands, par des Italiens qui avaient participé en plus à ce genre de règlement de compte. Et il y a eu énormément de gens sacrifiés. Et j'ai vu les gens revenir après mitraillage en disant on est revenu, mais on ne peut pas rester sur la route, c'est pas possible, parce qu'on se fait canarder. On se fait canarder tout le temps et les gens ne peuvent pas rester. Ils ne pouvaient pas rester. Enfin, disons, dans mon escalier, par exemple, il y avait 10-12 familles au moins. Et sur les 12 familles, il y en a eu plus de la moitié qui sont revenus avec des drames, des parents morts, etc. Ça a été vraiment une catastrophe, hein, ça. À ce moment-là, au bout d'1 mois d'une pagaille effrayante, Pétain ayant signé à ce moment-là, je pense qu'il y a eu un soulagement parmi beaucoup de personnes. L'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. Notre programme est de rendre à la France les forces qu'elle a perdues. Nous ferons une France organisée
où la discipline des subordonnés répond à l'autorité des chefs dans la justice pour tous. Les ministres ne sont responsables que devant moi. C'est moi seul que l'histoire jugera. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Au début, il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient avec lui. Et je dirais que ça a dû être au départ la moitié. Quand il a donc l'armistice, quoi, à ce moment-là, on a dit mais c'est une ordure, c'est un fumier. Et c'était vrai pour 80% de la population. Au moment de l'armistice, tout le monde était pétainiste. Mais les gens qui disent que c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était la fin de la guerre. Il y avait l'occupation allemande, mais au moins il n'y aurait plus de bombardement, il n'y aurait plus rien. Il faut voir toutes les villes qui ont été détruites. Il y avait une propagande inouïe de la part de Pétain. On a chanté Maréchal nous voilà dans classe. On était sûrement conditionnés. Il y avait tout ce déroulement des actions chaque matin qui faisait qu'on sentait qu'on était engagé dans une nouvelle époque avec des méthodes pour mettre en valeur le maréchal Pétain, quoi. Il a fait des bêtises à partir du moment où il a rencontré Hitler à Montoire. Parce qu'après, tout le monde a senti qu'il y avait collaboration. C'était gros comme une maison. Donc les gens ont dit, attention, Pétain, d'accord, mais là il pousse trop loin, il va trop loin. Il y avait les photos de Pétain dans bien des maisons, bon. Et puis jusqu'à un certain moment, hein, au bout, à une période après, elles ont été retirées. Le ravitaillement de la population, un des plus graves problèmes de l'heure, est étroitement dépendant de la production agricole et par conséquent de la main-d'œuvre paysanne. Citadins, la terre vous appelle. Les travailleurs des champs sont hélas en nombre insuffisant. Plus du tiers de la main-d'œuvre nécessaire fait aujourd'hui défaut. Il faut combler le déficit. Il faut sauver la récolte et assurer le pain des Français. Citadins, si la ville ne vous retient pas absolument, inscrivez-vous à la mission de restauration paysanne. Il faut gagner la bataille du pain de demain. J'ai vu personne mourir de faim pendant cette période. Mais évidemment, il y avait beaucoup de restrictions. Moi, j'allais faire la queue au marché, je partais à 6 h le matin. Je faisais la queue, je tombais dans les pommes. Il n'y avait pas les pompiers comme maintenant pour ramasser à ce moment-là. Hein. Il fallait se débrouiller tout seul. Hein. Je tombais dans les pommes parce que je n'avais pas bouffé, hein, déjà. Et puis, arrivé devant l'étalage, pour des carottes, plus rien. Ah non, la fin, ça a été dur. Hein. Il n'y avait presque pas de sucre, hein. Il n'y avait pas de café. On a mangé du pâté, ça avait été du chat et du rat, je ne sais pas quoi. Hein. On allait trouver les paysans, enfin mes parents, pas moi, mais ils allaient acheter en sous-main, ils allaient acheter de quoi manger. Et on a trouvé comme ça de quoi manger pendant 3-4 ans. Tout ça, il y a eu beaucoup de misère. Mais naturellement, il y a des gens qui se sont enrichis au marché noir. Celui qui avait du pognon, il manquait de rien. Parce que, comme vous parlez de marché noir, après il y a eu le marché noir. On trouvait tout au marché noir. Il fallait se débrouiller pour arriver à vivre, pour se nourrir. Et je me souviens que beaucoup de gens se sont démunis d'objets précieux de leur maison ou de choses que d'autres gens enviaient ou trouvaient importantes pour pouvoir en échange obtenir de la nourriture. J'ai fait ma première communion avec des faux tickets de pain. Bon, alors, bien sûr. Non, mais c'est pour avouer qu'à ce moment-là, tout le monde essayait de se débrouiller comme il pouvait, quoi. Tout en se débrouillant. Faux ticket de pain, ça voulait dire ça de plus pain qu'on avait droit, quoi. Parce qu'on ne pouvait pas aller bien loin, naturellement. Et les tickets ont duré jusqu'en 1949. Les tickets de pain, par exemple, 1949-1950. On s'est aperçu du problème juif à partir du jour
où ils ont eu l'obligation de porter l'étoile. Ah, ça, on trouvait ça tout de même dur. Hein. Je me rappelle, mes parents, ils trouvaient ça dur, mais on était obligés de se taire, on pouvait rien dire, on parlait entre nous, c'est tout, chez nous. Hein. J'avais jamais entendu parler de juifs, je crois, jusqu'en 1945. Et on évitait, bien sûr, dans ma famille, de parler de ce problème. Et je ne savais absolument pas ce qu'il pouvait arriver aux juifs. Ma grand-mère paternelle, qui était restée à Paris, qui n'avait pas voulu quitter Paris, a été donc déportée, ainsi qu'une sœur de ma mère, une de mes tantes, a été déportée. Parce qu'ils ont dit « Oh, mais vous faites des idées, c'est pas si dangereux que ça, puis Paris est une grande ville. » J'ai encore en souvenir certaines arrestations. Mais les arrestations, tout le monde regardait un petit peu comme quelque chose, comme quand il y a un incendie dans la rue, tout ça, on voit les pompiers, alors les gens regardent et tout ça. Mais à ce moment-là, personne n'osait rien dire. Et puis ça se faisait très rapidement. Ce qui était encore plus choquant, c'est que la plupart du temps, c'était les Français qui arrêtaient les... Hein, c'était les Français, c'était pas les Allemands. Les Allemands, on les voyait pas dans des coups comme ça. Mais autrement, les camps de la mort, moi j'étais comme tout le monde, on a vu ça après. Hein. Personne ne pouvait témoigner parce que dans les familles, les gens eux-mêmes ne savaient pas du tout où étaient les leurs. Donc ils ne pouvaient pas nous donner d'indices. Contrairement à ce que certains Français qui avaient un peu honte d'avoir pas si mal vécu que ça pendant la guerre, ont prétexté ignorer ce qui s'était passé, les camps de concentration et autres. Non, en 1944, les Français, les Parisiens notamment, savaient. Hein, ils savaient. On avait un doute à l'époque de ce qu'ils allaient en faire. On se demandait, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils vont les emmener où? Où est-ce qu'ils les emmenaient? Alors la propagande, genre Pétain, avait bien calmé le jeu en disant que de toute façon, on leur ferait aucun mal. Bien sûr, on ne disait rien. Et moi, j'ai eu conscience de ça quand je les ai vus revenir en pyjama rayé. Ils sont revenus à ce moment-là. C'est vous dire que ça, c'était déjà des années et des années après, qu'on les a vus revenir et qu'on a appris ce qui s'était passé. Mes amis, je viens d'apprendre que la banlieue parisienne a été cet après-midi l'objet d'une nouvelle agression anglo-saxonne. Ce sont encore des morts, des blessés, des foyers détruits. La guerre que je hais prend le caractère le plus odieux lorsqu'elle est dirigée contre des populations civiles impuissantes à se défendre. Le rythme, brusquement accéléré, des dernières attaques aériennes nous avertit de l'implacable intention de ceux qui, sous prétexte de libérer la France, accumulent chez nous les ruines et les deuils. Vous voyez, alors après, bon, on était habitués à prendre des coups sur la tête, hein. Ça va de soi. Hein. Des civils, il n'y a pas eu que ça. Hein. Toute la France a été bombardée comme ça. Hein. Il y avait dans tous les immeubles des caves, la plupart des immeubles des caves, il y avait des affiches marquées abri. Et quand, à la fin de la guerre, les Alliés ont commencé à bombarder ou arriver au-dessus, les sirènes fonctionnaient et on avait ordre, si on était dehors, de rentrer dans n'importe quel abri et d'attendre que le deuxième coup de sirène nous permette de sortir. Ça, je me souviens, c'est un de mes souvenirs de cette époque à Bron, c'est avoir le droit de sortir pour regarder ce beau feu d'artifice. Je ne me rendais pas compte du danger, mais c'était très impressionnant. Il y a quand même eu quelques erreurs dans les bombardements, avec des bombes qui s'égaraient un peu là où c'était pas prévu. Les Anglais, eux, c'était bien, ils descendaient vraiment bas pour bombarder. En général, ils ne loupaient pas leur objectif. Mais les Américains, eux, ils larguaient ça au petit bonheur de la chance, vous voyez, comme ils ont fait au Vietnam. Hein. On savait que c'était quand même pour essayer de nous aider à nous libérer des Allemands.
Donc c'était pas trop mal vécu. Il y avait la peur, évidemment. Quand vous prenez des bombes sur la tranche, qu'est-ce que vous dites? Hein? Quand vous avez plein de morts dans votre famille et tout. Est-ce que vous pouvez aimer les gens qui vous ont fait ça? On avait une gêne, mais on n'était pas quand même traumatisés par ces gens-là. Les Allemands, nous, pour ainsi dire, on ne pouvait pas les voir, n'importe comment. Hein. C'était l'occupant, hein. Et puis faites-moi confiance, il fallait marcher droit. Hein. Ils sont devenus vraiment des militaires ignobles quand il y a eu des attentats, des choses comme ça. Alors là, il y a eu commencé à avoir les faire-part, là, les 15 otages, bidule, puis après c'était tous les jours. Hein. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des gars tout de même qui résistaient. Au début, il y avait une haine contre l'occupant, et puis c'était tellement installé qu'on s'est dit, ça ne peut plus bouger, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis après, bon, il a commencé à avoir la résistance, obligatoirement, on en parlait un petit peu. Il y a des gens qui ont été complètement ignorants, mais après, ça donnait de l'espoir. Français, contre des officiers de l'armée d'occupation, des coups de feu ont été tirés. 50 Français ont, ce matin, payé de leur vie ces crimes sans nom. Par l'armistice, nous avons déposé les armes. Nous n'avons pas le droit de les reprendre pour frapper les Allemands dans le dos. Dressez-vous contre ces complots. Aidez la justice. Un coupable retrouvé et 100 Français sont épargnés. Je vous jette ce cri d'une voix brisée. Ne laissez plus faire de mal à la France. Au départ, il y a, on peut dire, très peu de résistants. C'est pas encore faisable, c'est pas le moment. Il y a eu tout le gouvernement à Vichy, et les gens ont commencé à réfléchir. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'était très difficile parce que avec les pelles et les fourches, on ne pouvait pas lutter contre les Allemands. La résistance, on l'a su très, pas tout de suite. Et aux actualités françaises, alors là c'était le lavage de cerveau, on vous montrait tous les trains déroyés que la résistance avait fait, vous voyez, c'est comme ça qu'on a su la résistance. Mais on ne savait pas vraiment tout, parce que les Allemands montraient tout ce qui les avantageait. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, chez certains résistants, il y avait des types qui n'étaient pas très honnêtes, pas très recommandables, qui ont profité un peu de la situation parce qu'ils avaient des armes. Ils étaient en face des gens qui n'en avaient pas. Alors ils en ont profité. Ils volaient les gens. Ils ont battu des paysans âgés pour voler. Ah, mais cet endroit du Loiret, ça a été l'horreur. Quand même, beaucoup de Français sont passés du pétidisme à la résistance, beaucoup quand ils ont senti que le vent tournait. Hein. Bien sûr, il y avait tout un tas de Français qui s'étaient montrés sans être collaborateurs, mais qui n'avaient pas été résistants, qui, du jour au lendemain, ont peint sur les voitures à la peinture blanche FFI, sont mis des bandeaux FFI, mais ça, c'était les résistants de l'après-guerre. Français, les armées allemandes et anglo-saxonnes sont aux prises sur notre sol. La France devient ainsi un champ de bataille. N'écoutez pas ceux qui, cherchant à exploiter notre détresse, conduiraient le pays au désastre. La France
ne se sauvera qu'en observant la discipline la plus rigoureuse. Obéissez donc aux ordres du gouvernement. Que chacun reste face à son devoir. Les circonstances de la bataille pourront conduire l'armée allemande à prendre des dispositions spéciales dans les zones de combat. Acceptez cette nécessité. C'est une recommandation instante que je vous fais dans l'intérêt de votre sauvegarde. Il y avait quand même pas mal de gens qui écoutaient la BBC, donc on savait quand même qu'il allait y avoir ce débarquement, et puis c'était une raison d'espérer, c'était une raison de tenir. Quand mon père a vu c'était des soldats américains, mon père a pleuré. Il n'a pas dit un mot, il s'est mis à pleurer. Il était debout, il s'est mis à pleurer, et après il a applaudi. C'était très émouvant. Je me rappelle plus les Allemands obligés de partir, qui réquisitionnaient tous les vélos qu'ils rencontraient parce qu'il fallait qu'ils se sauvent et au plus vite. Très vite, les Allemands étaient dans un état, ils marchaient à pied, ils marchaient ils étaient à vélo, ils avaient quelques voitures qui étaient remplies, et puis il y avait encore les canons bien sûr, mais quelquefois même on voyait un camion normal tirer un canon, et non pas ce qui normalement les tirait. On sentait que l'Allemagne était foutue là. Hein? Moi, quand j'étais là-bas et dans la lutte, vraiment, c'était fini. Nous sentions que les Allemands avaient perdu. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Les gens étaient en liesse, il y avait un sentiment vraiment de soulagement. Bien qu'on sache que la guerre n'était pas terminée, c'est ça. Il y a eu une atmosphère de joie et en même temps quelque chose qui était moins brillant, qui était l'atmosphère de règlement de compte. Ces femmes qu'on rasait, sur lesquelles on mettait une croix gammée, qu'avait-elle fait? Elle avait couché avec des Allemands. Et alors les Allemands leur apportaient en échange nourriture, bas de soie, sous-vêtements. Était-ce un crime de collaboration? Quand ça s'y met, que ce soit maintenant ou... La foule, c'est terrible, hein, quand elle vous tombe dessus. Il y a eu des villes où on disait ceux-là, ils ont été avec les Allemands, et avant que des militaires français arrivent en disant non, c'est pas à vous de faire ça, il y a eu des tués. Les visions d'avenir, c'était très difficile parce que même quand la guerre a été finie, il y avait encore les cartes d'alimentation, il y avait encore un manque de nourriture, il fallait tout remettre à zéro et puis redémarrer. Il y a eu une longue période de battement. Les commémorations, à mon avis, il faut les garder, hein, au contraire. Très important, ça. Hein. Et je sais pas, je vois pas trop ce que ça apporte. Je pense qu'il faudrait mieux travailler à l'union des gens que rappeler tout le temps les guerres. C'est des périodes qu'il ne faut pas oublier. Il faut que les générations prennent conscience de ce qu'est la guerre. Alors on fête la victoire militaire. Et bien sûr, on ne parle pas trop de tout ce qui a pu se passer pendant la guerre. On ne vit pas bien si on cherche à oublier. Il faut que les jeunes générations, vous-même, vous sachiez ce qu'a été la guerre, pas pour avoir de la haine de l'autre, mais pour être informés. Toutes ces informations sont importantes pour nos descendants et pour la vérité, parce que la vérité, on dit que la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Je ne pense pas que ce soit vrai. Les vérités, on peut les contredire, on peut en discuter, mais il faut absolument juger telle et telle période objectivement.